Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique et représentants des organisations internationales présents au Rwanda, et représentants des ONG, Mesdames et Messieurs les sénateurs et députés, Monsieur Adama Dieng, envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des crimes de masse, et très chers frères, Mesdames et Messieurs les panélistes et participants à cette conférence internationale organisée par le ministère de l'Unité nationale et engagement civique, à l'occasion de la 76e commémoration de l'adoption de la Convention sur le génocide, j'ai un immense honneur de vous souhaiter les bienvenus au Rwanda et je remercie chacun de vous pour avoir pris votre temps précieux pour venir honorer ce colloque de votre participation active. Et je vais procéder en 3 temps. Le premier moment, je vais certainement rappeler un certain nombre de principes sur la Convention sur le génocide, parce que c'est celle que nous commémorons. Peut-être pour nos juristes, ce sera un peu compliqué, mais j'essaierai d'utiliser un langage facile et compréhensible. Et en deuxième lieu, je vais évoquer le cas du Rwanda, parce que le cas du Rwanda est un cas d'école qui montre l'importance de la prévention, dans la mesure où le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 a été consommé en 1994, mais le processus de sa préparation déjà date de 35 ans, je le démontrerai par un certain nombre de faits, afin de pouvoir situer l'importance de prévenir le crime à temps. Et en troisième lieu, je clôturerai évidemment par signaler l'importance de l'actualité, la prévention dans le contexte actuel, avec la situation telle que vous la connaissez dans notre sous-région. La date du 9 décembre que nous commémorons chaque année est un événement historique majeur, par le fait d'avoir posé les bases d'un instrument juridique international de prévention et de répression du crime le plus grave que l'humanité s'est donné la mission de bannir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Convention commence par l'obligation de prévention, en notant dans son préambule à l'alinéa 3 que les États signataires sont convaincus que le génocide est un fléau odieux pour l'humanité, devant laquelle la coopération de tous les États est nécessaire pour le prévenir. En insistant dans le préambule sur l'importance de la coopération internationale pour prévenir et réprimer le génocide, les États veulent marquer le fait qu'un génocide est un crime qui ne peut pas se commettre sans une responsabilité par omission ou par action des responsables internationaux étatiques ou non étatiques. Poursuivant la même préoccupation, l'article 1er de la Convention ajoute un autre élément important, en notant qu'aucune excuse ne peut être donnée par les États pour ne pas prévenir ou réprimer le crime de génocide. L'article le dit en ces termes, et je cite, « Les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens que les États s'engagent à prévenir et à punir. » Fin de citation. Cette disposition signifie, mesdames et messieurs, que la lutte contre le génocide possède un caractère universel qui s'impose à tous, ce qui a aussi été rappelé par la Cour internationale de justice dans ses différentes interventions. Je donne quelques exemples. Le 28 mai 1951, la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif sur les réserves à la Convention sur le génocide
et a précisé, je cite, le caractère universel à la fois de la condamnation du génocide et de la coopération nécessaire pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux. De même, dans un jugement qu'elle a rendu le 26 février 2007, dans l'affaire opposant la Bosnie-Herzégovine à la Serbie-Monténégro, la Cour internationale de justice a conclu ce qui suit. Les droits et obligations consacrés par la Convention sont des obligations erga omnes. L'obligation qu'a chaque État de prévenir et de réprimer le crime de génocide n'est pas limitée territorialement par la Convention. Fin de citation. Autrement dit, la Cour internationale de justice estime que la prévention et la répression du génocide doivent être appliquées partout, toujours et dans tous les lieux. Le terme erga omnes signifie une obligation qui s'impose à tous. Dire que cette obligation n'est pas limitée territorialement signifie qu'elle doit être appliquée partout où un risque de génocide existe, sans aucune exclusion des États, d'un État ou d'une partie de cet État. Malheureusement, si les textes juridiques sont souvent beaux sur le plan des principes, ils ne sont pas parfois suivis des faits d'application. Et c'est le cas de la prévention du génocide. Je vais pour le démontrer fournir un certain nombre de faits précis tirés de l'histoire du Rwanda dans le but d'être concret et de montrer les conséquences qu'amène l'absence de prévention. Le but est bien évidemment de donner ma contribution à l'urgence de prévenir le génocide dans le contexte actuel où l'idéologie génocidaire et l'intention de commettre le génocide sont bien présents dans notre sous-région, à l'est de la République démocratique du Congo et dans d'autres contrées de l'Afrique et du monde. Au Rwanda, la machine du processus d'extermination des Tutsis a commencé en 1990 et déjà les observateurs internationaux l'ont signalé très clairement. J'en rappelle quelques faits. En 1998, l'ambassadeur Georges Martre, qui a représenté la France au Rwanda entre 1989 et 1993, a rapporté aux parlementaires français l'affirmation suivante, je le cite, « Le génocide était prévisible dès cette période, 1990. Certains Hutus avaient d'ailleurs eu l'audace d'y faire allusion. Le colonel Serubuga, chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise, s'était réjoui de l'attaque du Front patriotique rwandais qui servirait de justification au massacre des Tutsis. Le génocide constituait une hantise quotidienne pour les Tutsis. Dès le début du mois d'octobre 1990, plusieurs milliers de personnes ont été emprisonnées à Kigali, la plupart en raison de leur appartenance à la minorité Tutsi ou parce qu'elles avaient des sympathies ou des communautés d'intérêt avec les Tutsis. Fin de citation. C'est un texte de 1990. À titre d'exemple, en 1990 encore, l'ambassadeur Martre et son attaché de défense, le colonel René Garnier, ont envoyé des rapports à 6 institutions clés de la République française, à savoir la présidence, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Coopération, le ministère de la Défense, la Direction générale de la sécurité extérieure et la Direction des renseignements militaires. À titre d'exemple, la dépêche confidentielle envoyée le 13 octobre 1990 par le colonel Garnier et visée par l'ambassadeur Martre notait ceci. Les paysans Hutus, organisés par le mouvement révolutionnaire national pour le développement, ont intensifié la recherche de Tutsis dans les collines. Des massacres sont signalés dans la région de Kibirira. Le risque de généralisation paraît ainsi se concrétiser. Le 15 octobre 1990, l'ambassadeur Martre adressa au ministère des Affaires étrangères et au chef d'état-major des armées, l'amiral Rangsad, un télégramme dans lequel il a utilisé l'expression génocide en ces termes.
La population rwandaise d'origine Tutsi compte sur une victoire militaire grâce à l'appui en hommes et en moyens venus de la diaspora. Cette victoire militaire, même partielle, lui permettrait d'échapper au génocide. Le terme est lancé, 1990. 4 jours plus tard, le 19 octobre 1990, le même colonel Garnier envoya une autre dépêche dans laquelle il note ceci. Il existe des possibilités de déclenchement de graves exactions à l'encontre des populations tutsis de l'intérieur, qui seraient soit spontanées, soit directement encouragées par les plus durs du régime actuel, jouant ainsi leur va-tout. Fin de citation. Mesdames et messieurs, les signes d'alerte des organisations non gouvernementales et des instances de l'ONU se sont également multipliés en 1993 et début 1994. À titre d'exemple, en mars 1993, une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Rwanda, conduite par la Fédération internationale des droits de l'homme, a effectué ses enquêtes au Rwanda du 7 au 21 janvier 1993 et a publié son rapport le 7 mars 1993, dans lequel elle a mis en évidence l'implication des plus hautes autorités de l'État dans la préparation et l'exécution des massacres ethniques de grande ampleur sur les populations tutsis et a insisté sur un risque de génocide qu'encouraient les Tutsis si rien n'était fait dans l'urgence pour empêcher le pouvoir rwandais de l'époque de concrétiser son macabre plan. Cet important rapport a été officiellement remis à l'ONU, à l'OIWA, aux organisations internationales et à toutes les ambassades et chancelleries présentes au Rwanda. Le 4 août 1993, avec la signature de l'accord de paix d'Arusha entre le gouvernement rwandais et le FPR, qui prévoyait notamment la mise en place des institutions de transition, comme le début d'une étape de fin de guerre et de crise politique, l'on espérait que le régime rwandais allait accepter la voie démocratique et le respect intégral et effectif des droits de la personne humaine. Cependant, le 11 août 1993, soit 4 jours après la signature de cet accord, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, M. Bakr Warindiaï, a effectué une mission d'enquête au Rwanda du 8 au 17 avril 1993. Il publia un rapport accablant montrant la gravité des assassinats ethniques et politiques au Rwanda commis par le gouvernement et ses forces armées, comprenant l'armée rwandaise, la gendarmerie nationale et les milices pro-gouvernementales. Le rapport Ndiaye établissait que les cas de violence au Rwanda montraient, je cite, très clairement que les victimes des attaques des Tutsis dans l'écrasante majorité des cas avaient été désignées comme cibles uniquement à cause de leur appartenance ethnique et pour aucune autre raison objective. Fin de citation. Le rapport recommandait une série de mesures destinées à prévenir de nouveaux massacres et autres violations. Mais ce rapport semble avoir été largement ignoré par les principaux acteurs de la communauté internationale dans son ensemble. L'alerte qui a fait couler beaucoup d'encre est venue du général Roméo Dallaire, commandant en chef de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, dans ses différents télégrammes adressés au Conseil de sécurité de l'ONU, particulièrement entre janvier et mars 1994. Ainsi, le 11 janvier 1994, le général Dallaire envoyait un télégramme au siège de l'ONU dans lequel il faisait état d'informations montrant que l'entourage du président Habyarimana projetait l'extermination des Tutsis dont la liste avait été dressée, plus particulièrement dans la capitale Kigali. Ces informations révélaient plus particulièrement
l'existence d'une milice de 1700 hommes capable de tuer 1000 Tutsis en 20 minutes. Le télégramme mentionnait également l'existence d'une importante cache d'armes dans la capitale Kigali. Le général Dallaire informait les Nations Unies qu'il comptait lancer un raid sur la dite cache d'armes afin de faire échec à ce plan de massacre. Dans sa réponse, le chef du département des opérations de maintien de la paix, le sous-secrétaire d'alors, Kofi Annan, interdisait à Dallaire de mener son opération sur la cache d'armes, ce qui constitua un énorme échec de l'ONU dans la prévention du génocide. Cette inaction de l'ONU sera un encouragement au régime rwandais qui a vu en cette maladresse qu'il pouvait facilement préparer le génocide sans que ni l'ONU ni la MINUAR ne l'empêchent. Le 3 février 1994, le général Dallaire envoyait au Conseil de sécurité une autre dépêche montrant que la MINUAR détenait des informations claires sur les préparatifs du génocide et insistait encore une fois sur l'autorisation que l'ONU devait accorder à la MINUAR en vue de saisir les armes. Je cite, « On peut s'attendre à des manifestations plus fréquentes et plus violentes, à plus d'attaques à la grenade et à main armée contre les groupes ethniques et politiques, à plus d'assassinats. Chaque jour de délai retardant l'autorisation de procéder à la saisie des armes aura pour conséquence une détérioration de la sécurité si les armes continuent d'être distribuées. La MINUAR pourrait se retrouver dans l'incapacité d'exécuter son mandat dans tous ses aspects. » Fin de citation. Face à ces quelques signes rappelés en guise de mémoire, même si les jeunes qui n'étaient pas nés en 1994, et il y en a dans cette salle, constatent que l'ONU et les États savaient que le génocide des Tutsis était préparé, planifié, et n'ont pas agi pour le prévenir et pour empêcher son exécution. Une fois le génocide consommé, tant l'Organisation de l'Unité africaine que l'Organisation des Nations Unies ont fait leur examen de conscience et reconnu leurs responsabilités en émettant des recommandations qui restent toujours d'actualité. Le 21 novembre 1997, l'OIWA a mis en place un groupe international composé de 6 éminentes personnalités, que je cite. Son Excellence Sakhe Tumire Masire, ancien président du Botswana, Son Excellence le général Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali, Madame Lisbeth Palme, à l'époque présidente du comité suédois de l'UNICEF, Madame Hélène Johnson Sirleaf, qui deviendra la présidente du Libéria de 2006 à 2018, Monsieur le sénateur Hossein Djoudi, ancien ambassadeur d'Algérie en France et auprès de l'UNESCO, qui était représentant permanent auprès de l'ONU, Monsieur l'ambassadeur Stephen Lewis, ancien ambassadeur et représentant du Canada auprès des Nations Unies et ancien directeur général adjoint de l'UNICEF. Ce groupe mis en place par l'OIWA avait pour mission suivante: enquêter sur le génocide de 1994 au Rwanda et ses conséquences, dans le cadre des efforts déployés pour éviter et prévenir d'autres conflits de grande envergure. Établir les faits sur la conception, la planification et l'exécution d'un crime aussi odieux. Examiner les raisons de l'échec de la mise en œuvre de la Convention sur le génocide dans le cas du Rwanda et de la région des Grands Lacs et recommander les mesures à prendre pour faire face aux conséquences du génocide et prévenir toute répétition d'un tel crime. Après près de 2 ans de travail, le groupe a publié un important rapport en 2000 avec un titre éloquent « Un génocide qu'on aurait pu stopper », dont le principal constat est le suivant. Je cite encore. « Il ne peut y avoir au moindre doute sur le fait que la communauté internationale savait que quelque chose de terrible se produisait au Rwanda, que des actes encore plus effroyables étaient en train de se tramer, que ces actes allaient beaucoup plus loin que la brutalité habituelle
et que tout le monde a pourtant laissé faire. La vérité qui émerge de notre enquête est indiscutablement que le génocide qui advint au Rwanda aurait pu être évité par ceux de la communauté internationale qui étaient en position et avaient les moyens de le faire. Mais à cela, la volonté a fait défaut et non pas les moyens. Le monde a abandonné le Rwanda, ont conclu les experts. Une année auparavant, l'Organisation des Nations Unies avait fait la même démarche, mettant en place une commission indépendante d'enquête dirigée par l'ancien Premier ministre suédois, M. Ingvar Carlsson, et le rapport a été publié le 15 décembre 1999, en dressant le même constat d'échec dans la prévention du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Voici un extrait de ce rapport de l'ONU. C'est sur le système des Nations Unies tout entier que retombe la responsabilité de n'avoir su ni prévenir ni mettre fin au génocide au Rwanda. La carence première a consisté à ne pas mobiliser les ressources et l'engagement politique qu'appelaient les événements du Rwanda et la présence des Nations Unies dans le pays. Les États membres de l'ONU ont persisté à ne pas témoigner de la volonté politique voulue et à se refuser d'agir de façon suffisamment résolue. Fin de citation. Le plus scandaleux est que ces échecs de l'ONU dans la prévention du génocide et crimes contre l'humanité au Rwanda ne datent pas de 1994, je le disais au début. Il y a une responsabilité historique qu'on ne parle pas assez ou que l'on oublie à cause des années qui ont passé et qui est le point de départ du processus génocidaire au Rwanda. C'est la responsabilité de la Belgique. Rappelons qu'avec la défaite de l'Allemagne nazie lors de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a attribué la tutelle des colonies allemandes à des puissances coloniales victorieuses comme le Royaume-Uni, la Belgique et la France. C'est le 28 juin 1919 que le Rwanda est devenu, dans ces conditions, une tutelle belge. Le 28 juin 1945, la Société des Nations fut dissoute à l'issue d'une conférence regroupant 50 États réunis à San Francisco et remplacée par l'Organisation des Nations Unies, là tout le monde le sait. Le 13 décembre 1946, l'Assemblée générale de l'ONU approuva un accord de tutelle confiant à la Belgique la gestion administrative du Rwanda et Burundi. L'article 76 stipule des obligations nouvelles pour les puissances tutélaires qui devraient être les suivants. J'en cite 4. 1. Favoriser le progrès politique, économique et social des populations civiles et locales, ainsi que le développement de leur restructuration. Deuxième obligation, favoriser les révolutions progressives vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance. Troisième obligation, encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Quatrième obligation, assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les membres de l'organisation et à leurs ressortissants. Dernière obligation, assurer de même à ces derniers l'égalité de traitement dans l'administration de la justice. La Belgique n'a pas respecté la mise en application de ces dispositions. Bien au contraire, elle a conçu et participé au plan de chasser l'autorité légitime du Rwanda, le roi, et mis au pouvoir un parti politique, le Parti Hutu, totalement raciste et discriminatoire, qui prêchait à outrance la haine des Tutsis. Depuis novembre 1959, une campagne systématique d'incitation publique et directe à la haine visant les Tutsis fut mise en œuvre par des politiciens Hutus. Des destructions de biens et propriétés des Tutsis ont eu lieu, ainsi que des massacres répétitifs, résultat de cette politique intentionnelle à infliger des souffrances aux Tutsis ciblés en tant que groupe ethnique.
Le 1er juillet 1962, lorsque l'indépendance du Rwanda fut déclarée, ce parti raciste parmi Hutus est devenu, sous la décision de la Belgique, un parti État à la nature répressive qui a enraciné une idéologie génocidaire au Rwanda dans ses faits et gestes entre 1962 et 1973. En décembre 1963, soit une année après son accession au pouvoir, le Parti Hutu organisa un véritable génocide qualifié comme tel par des experts internationaux, des diplomates, des missionnaires, la presse internationale et autres instances. La préfecture de Gikongoro fut la plus touchée. Ce génocide fut largement dénoncé par la communauté internationale et aucune suite n'a été prise par l'ONU pour le faire cesser ou pour punir ses autorisés complices. Quelques exemples permettent de situer à quel point ce génocide a été porté à la connaissance des instances internationales. Le 24 décembre 1963, un télégramme de l'ambassadeur de Belgique notait ceci. Attaques et tensions continues ont provoqué un énervement extrême. Déjà 20 otages Tutsis exécutés, fusillés à Ruhengeri hier matin. Multiples arrestations arbitraires totales. Je crois, conclut l'ambassadeur, que cette situation dégénère en représailles massives contre la population Tutsi. On est le 24 décembre 1963. Le 29 décembre 1963, un télégramme identique de l'ambassadeur de France au Rwanda dresse le même constat alarmant en ces termes. Les prisons sont éventuellement utilisées pour faire disparaître les éléments Tutsis, considérés comme dangereux. En brousse, l'autodéfense est officiellement prônée, ce qui laisse cours à tous les excès. Le 4 janvier 1964, un autre télégramme de l'ambassadeur de France parle cette fois-ci des massacres de Tutsis dans la préfecture de Gikongoro, la plus touchée en ces termes, je cite. Dans la préfecture de Gikongoro, située à la limite du Burundi, la population rurale Hutu s'est attaquée systématiquement à la population Tutsi évaluée à 15 000 âmes. Aucun chiffre ne peut être avancé quant au nombre de victimes, généralement assommées et immédiatement enterrées. Le père l'évêque, recteur de l'université, m'a dit l'ambassadeur, que les 3 missions les plus proches, Kianika, Kaduha et Kibeho, hébergeaient depuis lors 2000 réfugiés, environ chacune. Le journal Le Monde du 17 janvier 1964 notait également ceci. C'est dans la préfecture de Gikongoro que la répression semble prendre la plus grande ampleur. Encouragés par certaines autorités, les Hutus attaquent les huttes des Tutsis. Armés de lancers de massues, ils massacrent tous les Tutsis qu'ils peuvent atteindre et jettent leurs cadavres à la rivière. 4000 Tutsis parvinrent à se réfugier à la mission de Kaduha, 2500 à celle de Kianika. Les autres, 7 ou 8000, sont probablement morts. La rivière Nyabarongo charrie des cadavres. Le ministre de l'Intérieur a envoyé un délégué chargé d'ordonner aux Pères Blancs de renvoyer chez eux les réfugiés. Pour les prêtres, il ne s'agit là que des moyens d'éliminer les derniers témoins. Et ils se refusent à suivre les instructions gouvernementales. Ce qui se passe dans le reste du pays, je ne le sais pas avec certitude. On parle de milliers de morts dans la préfecture de Tiangougou, d'autres massacres dans le nord. Fin de citation. Un autre article, ce n'est que quelques exemples, la Libre Belgique, du 16 janvier 1964, a employé le terme génocide dans un article qui enjoignait la communauté internationale à rompre la conspiration du silence qui entourait le drame se déroulant au Rwanda et à prendre des mesures nécessaires pour mettre un terme et éviter la disparition de l'ensemble de la population Tutsi du Rwanda. Je cite la Libre Belgique. D'après nos renseignements, on évalue à 10 000 le nombre total d'hommes, femmes et enfants qui ont été massacrés dans les plus horribles circonstances. Et il faut craindre que d'ici peu, tous les Tutsis restés au pays ne soient massacrés. Et que penser du silence des instances internationales
qui ont été cependant informés. La conspiration du silence n'est pas le seul fait du gouvernement de Kigali. Il est évident que des mesures doivent être prises pour mettre fin à ce génocide. Le Rwanda est membre des Nations Unies. Ne sera-t-il même pas interpellé? Sans doute des problèmes de droit se posent-ils, mais il y a 10 000 morts. C'est la Libre Belgique du 16 janvier 1964. Cette théorie génocidaire de 1963 visant les Tutsis avait été précédée de toute une politique d'exclusion et de massacre à partir de novembre 1959, ainsi que l'adoption par le parti Parmehutu, je l'ai déjà dit, des directives ministérielles et présidentielles légitimant une politique génocidaire. À titre d'exemple, le 8 juin 1961, le ministre de la Justice, Anastase Makuza, a pris un arrêté ministériel destiné aux juges et aux greffiers des tribunaux concernant les biens laissés par des réfugiés Tutsis exilés en 1959 à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Je cite l'arrêté. Les biens meubles et immeubles qui ont été laissés par les réfugiés et qui ont été distribués aux populations par les bourgmestres ou les conseillers communaux, ou les biens meubles et immeubles appartenant à ces réfugiés qui ont été pris par les autorités démocratiques pour les octroyer aux populations, doivent rester sans contestation aux mains de nouveaux acquéreurs. Fin de citation. Très clairement, le ministre de la Justice, Anastase Makuza, en 1961, donnait des injonctions aux juges pour rejeter d'office tout jugement d'un Tutsi qui oserait réclamer l'appropriation de ces biens laissés lors des tueries ethniques perpétrées en 1959. Et sachez qu'à cette époque, mesdames et messieurs, les juges étaient nommés par le pouvoir politique. Ils n'avaient donc aucune indépendance pour refuser ou s'écarter des injonctions du ministre de la Justice. Le 26 février 1966, un pas fut franchi par le président Kayibanda, qui prit un arrêté présidentiel pour appuyer celui de son ministre de la Justice, dans lequel il stipule ceci. Chaque réfugié qui est de retour dans le pays ne peut pas porter plainte pour réclamer sa maison ou ses terres si ces biens ont été donnés aux autres populations ou bien si l'État ou l'autorité communale ont donné à ces biens une autre destination. C'est clairement une manière d'État d'empêcher tout retour des réfugiés sur les terres et de les maintenir en exil. Et il faut souligner qu'en 1994, les réfugiés rwandais étaient les plus anciens réfugiés sur le continent africain. Ils avaient passé plus de 35 ans en exil. Pour renforcer le système d'oppression des Tutsis, le comble fut atteint le 20 mai 1963 par le vote du Parlement rwandais d'une scandaleuse loi qui octroyait une amnistie générale aux tueurs qui avaient massacré les Tutsis entre 1959 et 1962, en qualifiant le massacre de Tutsis comme une œuvre révolutionnaire. Je ne pense pas, mesdames, messieurs, qu'il y ait eu un seul État en Afrique qui a voté ce type de loi. Je cite les deux premiers articles de cette loi. Article 1er. Amnistie générale et inconditionnelle est accordée pour toutes les infractions commises à l'occasion de la révolution sociale pendant la période du 1er octobre 1959 au 1er juillet 1962 et qui, en raison de leur nature, de leur mobile, des circonstances ou des motifs qui les ont inspirés, rentrent dans le cadre de la participation à la lutte de la libération nationale et revêt ainsi un caractère politique, même si elle constitue des infractions de droit commun. Article 2. Sont écartés du bénéfice de l'amnistie accordée par l'article 1er de la présente loi les infractions commises durant cette période par des personnes qui ont lutté contre la libération des masses opprimées par la domination féodo-colonialiste. Fin de citation. En termes clairs, c'est un peu difficile pour nos juristes, mais en termes clairs, l'article 1er octroie l'amnistie générale et inconditionnelle aux Hutus
essentiellement des membres du parti Parmehutu qui ont opéré des massacres sur les Tutsis. Mais l'article 2 refuse l'amnistie aux Tutsis et aux Hutus, notamment des membres du parti UNAR, qui avaient osé demander la fin de la colonisation belge et réclamer l'indépendance. Voilà un résumé. Donc, le régime du parti Parmehutu fut renversé le 5 juillet 1973 par un coup d'État militaire du général Habyarimana qui mit en place un système à parti unique dans lequel aucun changement dans le respect des droits humains ne fut observé. En revanche, le régime poursuivit la même politique d'oppression à outrance des Tutsis en rééditant d'une part les lois anti-Tutsis du régime Kayibanda et d'autre part en adoptant une constitution discriminatoire en 1978 et des lois d'application d'une rare violence. Ainsi, le 25 décembre 1973, soit 5 mois après son accession au pouvoir, le président Habyarimana prit un arrêté légitimant les textes du ministre Makuza et du président Kayibanda, soulignant ainsi que le changement du régime ne signifiait pas le changement politique. Les termes utilisés dans l'arrêté du président Habyarimana sont les mêmes que ceux de son prédécesseur Kayibanda, sauf qu'Habyarimana est beaucoup plus violent, en établissant une règle cruelle selon laquelle les Tutsis partis en exil sont responsables d'avoir laissé leurs biens. Je cite l'arrêté. Les biens meubles et immeubles qui ont été laissés par des réfugiés Tutsis dans le pays sont considérés comme n'ayant plus de propriétaires. Ces biens deviennent la propriété de l'État. Ces biens doivent être pris et placés dans le patrimoine communal. Personne n'est responsable du départ en exil des Tutsis qui a été causé par leur peur ou leur intimidation. Les autorités en place aujourd'hui ne peuvent en aucun cas être tenues responsables de leur départ en exil. Fin de citation. Dans le but de mettre en application cet arrêté présidentiel, en 1975, le ministre de l'Intérieur, le major Alexis Kanyarengwe, envoya une directive administrative au préfet et au bourgmestre dans laquelle il ordonnait la distribution immédiate des biens appartenant aux réfugiés Tutsis de l'intérieur et de l'extérieur. Je cite, « Les biens meubles et immeubles qui ont été laissés dans le pays par des réfugiés Tutsis, que ce soit ceux qui sont à location ou ceux qui ne le sont pas, doivent d'office être distribués immédiatement pour servir les intérêts immédiats de ceux qui en ont besoin. » Très clairement, ces directives ministérielles et ces textes de loi des deux chefs d'État qui ont gouverné le Rwanda avant 1994 et les ministres étaient non seulement d'une violence sans précédent, mais aussi et surtout ils contiennent une intention affichée de détruire le groupe ethnique Tutsi. Ils ont été édictés dans le but de soumettre intentionnellement les Tutsis dans des conditions d'existence pouvant entraîner leur destruction partielle. Ces textes répressifs portaient de ce fait une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe Tutsi. Ces infractions étaient toutes interdites et réprimées par la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai été assez long, mais en guise de conclusion de mon allocution, je dois rappeler que ces différents manquements historiques à la Convention sur le génocide au Rwanda, pendant 35 ans, entre 1959 et 1994, ont eu lieu sans aucune action de l'ONU ou des États membres ou de toute autre institution habilitée. Ce qui m'incite, évidemment, à revenir aux principales obligations posées par la Convention sur le génocide et qui ont combattu tous les États, et d'interpeller chacun de nous sur notre devoir d'humanité. Primo, la Convention pose une obligation de prévention du génocide. Le faisons-nous? J'interroge tout et chacun selon ses moyens. Secondo, la Convention pose une obligation de faire cesser le génocide une fois qu'il est déclenché.
je pose la même question. Le faisons-nous? Tertio, la Convention pose une obligation de réprimer le génocide quand il a été commis. Je reprends une question identique. Et enfin, la Convention pose une obligation de coopération tant pour la prévention que pour la répression du génocide. Existe-t-il une coopération effective en matière de prévention et de répression des génocides potentiels, des appels publics à la haine et autres actes d'incitation directe et publique à commettre le génocide? Or, nous les observons à quelques kilomètres du Rwanda. Force est malheureusement de constater, 76 ans après l'adoption de la Convention, que long chemin reste encore à faire en matière de prévention. Pour ne prendre quel exemple le plus scandaleux, proche de nous, en République démocratique du Congo, je l'ai dit, des crimes génocidaires visant les populations congolaises et tutsis sont commis sous le regard inactif des États signataires de la Convention sur le génocide. Plus de 100 000 réfugiés congolais sont sur le territoire rwandais depuis 1994, pour les premiers d'entre eux, chassés de leurs terres par les mêmes tueurs qui ont commis le génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, regroupés aujourd'hui dans un mouvement criminel connu, les FDLR, Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, disent-ils, bénéficiant du soutien actif des responsables congolais. Le nom même de cette criminelle organisation fait honte, car d'une part, un mouvement génocidaire comme les FDLR n'a aucune nature démocratique qu'il incarne pour reprendre à un gouvernement légitime du Rwanda qui a stoppé, arrêté le génocide, rebâtir l'unité nationale, instaurer la bonne gouvernance et des mécanismes incontestés d'un développement inclusif et intégral. Et d'autre part, le Rwanda n'a pas besoin d'être libellé de quoi que ce soit. Ceux qui ont des yeux pour voir le constatent sans contexte. Je ne terminerai pas, mesdames et messieurs, sans exprimer ma profonde reconnaissance aux acteurs clés dont certains sont ici présents, qui ont œuvré sans relâche dans la prévention du crime et du génocide, ou qui ont agi d'une manière ou d'une autre pour faire connaître le génocide contre les Tutsis et lutter contre son négationnisme. Je tiens tout particulièrement à remercier M. Karl Wilkens, ici présent, pour ces formidables actes accomplis pendant le génocide des Tutsis en 1994, en sauvant, comme il pouvait, des Tutsis menacés d'une mort atroce. Il sera sur le panel tout à l'heure, vous allez le voir. Ces actes rares d'humanité ont été un courage hors pair dans le brouillard du génocide. Je remercie aussi M. Rémi Kourma. Il est également ici dans la salle, il sera présent sur le panel, qui est professeur à l'Université catholique d'Ouest en France. Depuis plusieurs années, Rémi a introduit pour les étudiants à Mastel un cours sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, mais aussi sur les enjeux post-génocide en matière de mémoire, justice, reconstruction et réconciliation. À la suite de ces enseignements, certains étudiants de ce master viennent au Rwanda pour y faire des stages. Depuis 2017, Rémi organise des séjours d'études au Rwanda pour les élèves de ce master, qui leur permet, après une série de cours théoriques, de mieux comprendre au Rwanda l'histoire du génocide contre les Tutsis, l'importance des questions mémorières, les enjeux de reconstruction et découvrir le travail mené par les institutions rwandaises concernant ces différents programmes. Nous avons l'honneur d'avoir dans cette conférence un groupe d'une vingtaine d'étudiants français qui viennent de terminer leur séjour au Rwanda. Je vous remercie, cher Rémi, et toute l'équipe de jeunes que vous accompagnez. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à M. Adama Dieng pour son rôle de leadership et sa contribution inestimable à la prévention des génocides, à la mémoire des génocides des Tutsis et à la répression des crimes internationaux commis au XXe siècle. C'est dans le même esprit que Adama Dieng est venu participer dans cette conférence de Kigali, dans laquelle il sera procédé, il va le dire, au lancement d'un centre africain de prévention du génocide
qu'il va expliquer en détail. Je vous remercie encore, cher Adama, pour ce projet et tous les actes. Que ce que je n'ai pas cité ne m'enverrait pas. C'est une question de temps. Mais je tiens à vous dire, chacun et chacune, toute notre reconnaissance, sans limite, pour votre œuvre et votre travail et votre accompagnement au Rwanda et à tous les Rwandais. J'ai été assez long, je l'ai dit, mais je crois qu'il était nécessaire de donner ces différents éléments de rappel qui montrent qu'il faut un travail important dans la prévention du génocide, parce que sur chaque lieu où se commet ce crime, les signes avant-couleurs existent et sont visibles pour chacun. Les exemples que j'ai pris le temps de donner ici doivent nous servir de leçon. Et comme le disait un sage africain intellectuel sénégalais, Cheikh Anta Diop, les intellectuels doivent se pencher sur le passé, non pas pour s'y accomplir, mais pour y puiser des leçons. Je vous remercie de votre aimable attention.